What happened to the collected pile of soil in the end? What do you mean? Like what happened to the soil I'm pulling? It happens that, look, we're having a little low place and it just dumped itself right there. And then at the end of the field, I just lift it up. And we're turning over. I'll make sure that the slope is perfect. So right now it's pretty much flat there. It's pretty good. We're having quite a nice. It's becoming really flat. There's no more holes to fill up. But yeah, in the end, I just lift up my hydraulic arms, which kind of holds the machine if you want, holds the two posts. So I just lift it up and like, so my blade, there's a space under my blade and the blade's kind of empty itself there. So it doesn't keep like full, always full, it's not always full. So right now I got that little hole I want to fill up in front of me. So I kind of load it up and I just lift it a little bit. Then it's just gonna empty right there. It's hard to see there with all the dust, but the blade is like half or almost fully empty now. And now I just like get on the tip of my heel and just start to fill it up back. I'm gonna bring some stuff down. So that's what we're doing. So the blade is not actually always full. It's getting full, emptying itself. So I don't have to work so much. I maybe go 1-2 inch higher or lower, depending if I want it to be to fill up or empty. Right now I kind of leave it like to a level where it keeps it kind of full, and if there is a hole, it's gonna drop automatically in it, just like that here. So the fill is well leveled here. It's keeping the blade kind of full, and I see here there's a little hole, so it's probably gonna drop some stuff here. I dropped a little bit of it. Right there. And I got a little heel here. I want to cut it, so I'm gonna just make it so that my blades gets a lot of soil in it. And here the tractor being like I hear the tractor pulling a lot. I don't know how you say that in English, but anyway, you hear the sound changing depending on how strong the tractor is working. When the blade is fully full, it's really hard for the tractor to pull. And now I just lift it up a little bit. So it's kind of emptying it itself. I gotta try to make it so that the slope is perfect. There's right here, there's my final hole that I want to fill up. There you go. Very nice. Pretty clear, pretty clean. Now I gotta go at the end of my field and I want to pull up my stuff all uphill.
We're going to turn around, and that's probably my final passage for this part of the field. Oui, allô? Oui, allô, toi, t'avais-tu quelque chose à voir? Ouais, un orangeade. On avait chacun un orangeade. Ok, mais c'est pas marqué. Sa facture pas été là. Ouais, ça a été commandé, c'est un trio. Ça prendrait un autre point, s'il te plaît. Hein? Ouais, c'est bon, j'ai arrangé ça. OK. C'est un trio, ça venait avec. Pourquoi ces feux surviennent et qu'est-ce qui est en cause? Ce serait probablement en raison d'une mauvaise utilisation des batteries, ce qui peut vouloir dire qu'on utilise la mauvaise batterie pour un appareil donné ou que ce soit une batterie endommagée ou dégradée. J'explique rapidement comment ça fonctionne. Donc, la batterie stocke l'énergie électrique, donc la charge sous forme d'énergie chimique. Au moment où on utilise la batterie, l'énergie chimique se transforme à nouveau en énergie électrique. Il y a un des éléments qui est impliqué dans la réaction, c'est l'électrolyte, un solvant organique liquide qui est hautement inflammable. Alors, je peux pas prendre le crédit pour l'explication. C'est le directeur du département chimie de l'Université de Sherbrooke, Jérôme Cavéry, qui m'a détaillé le fonctionnement de ces batteries-là. Donc, lorsqu'on regarde une batterie lithium-ion, en fait, à l'intérieur de cette batterie, il y a on parle du triangle du feu, il y a les trois composantes, qui est la partie inflammable, ici le solvant organique, on a la partie, on a la source d'oxygène, ça peut être soit parce que la batterie est brisée ou alors parce qu'on utilise mal la batterie. Par exemple, la batterie se dégrade plus rapidement à la lumière qui s'allume, ça va générer à l'intérieur de la batterie, donc on va avoir une combustion d'oxygène, et puis il faut une source de chaleur ou d'étincelle qui va mettre le tout en feu. Voilà, donc du feu qui peut être d'une assez grande ampleur et du feu. Et est-ce que c'est un problème de répandue? Ça devient en fait un problème de plus en plus fréquent, notamment dans les grandes villes d'Amérique du Nord. Ça, c'est la principale cause d'incendie l'année dernière. Montréal, les pompiers qui interviennent de plus en plus pour ce genre de feu. Donc en 2023, il y a eu 40. There's more and more fires. Most of the fires that are in cities are from like a cell battery that is burning, or like a battery that starts burns there. So there's so much stuff like there's so much battery and so much electronic being used now. And they say that this is one of the first reason why we have so much fires in the big cities like Montreal, Vancouver. Kind of crazy, man. That's kind of scary. Yeah, exactly. That's lithium batteries they're talking about. Oh my God. It's really, or they just need like a little heat or a little utensil, a little spark and it's burning. Exactly, man. All the batteries are lithium ion now. It's the organic solvent, the liquid organic solvent that is taking in fire into the batteries. That's what they say there. Ouais, donc il faut continuer à être prudent. David Savard, merci beaucoup pour ces explications.
Nice, nice. This is all done. It's all ready to be like tilled again. And then we're gonna be ready to seed that. So we're gonna seed that probably on, well, maybe tomorrow. Depends how much we can do it here today. Des dizaines de milliers de Russes qui vivent normalement dans la région de Kursk, ça c'est au nord-est de l'Ukraine, qui ont été obligés de prendre la fuite. Et celui qu'on entendait, c'est un porte-parole du ministre ukrainien des Affaires There is, étrangères qui disait bien, le plus tôt la Russie accepte de négocier une paix, le plus tôt nos incursions vont cesser. Hier, on est allé I think I have to go somewhere like this, somewhere like that. Aujourd'hui, on voulait comprendre comment les Russes réagissent à cette attaque. Donc, on voit Okay, I was le here. correspondant de la radio suisse romande, Jean-Didier Revoin. Bonsoir, M. Revoin. Bonsoir. Jusqu'à quel point est-ce que le gouvernement russe a été surpris par cette attaque ukrainienne? Disons que si les troupes ukrainiennes sont parvenues en quelques jours à pénétrer jusqu'à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres russes, qu'aujourd'hui Kiev revendique avoir conquis 1000 km² du territoire russe, les Russes parlent de 500 km². Ce qui est sûr, c'est que dans la région de Kursk, les autorités ont reconnu qu'elles avaient perdu le contrôle de 28 localités. Et donc, ça veut dire qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à se faire attaquer sur ce plan-là. C'est sûr que la portion de territoire là, qui est conquise, ce n'est pas énorme, surtout quand on compare aux guerres russes en Ukraine. Mais symboliquement, ça fait mal, non? Mais écoutez, c'est exactement ça. C'est la question qui se pose, c'est celle de la Fédération de l'armée russe qui n'est pas en mesure de stopper une incursion sur son territoire. Et puis, surtout, le prestige d'une armée qui se veut forte, défendant les Russes, et la Russie, le pays, qui est active en Ukraine, dont elle vante le fait d'avoir récupéré de nouveaux territoires qui sont dans le Donbass, le Zaporizhzhia, et de se faire prendre à surprise de cette façon, de se retrousser aussi vite que les troupes ukrainiennes rentrent aussi dans le territoire russe, c'est une sorte de camouflet, effectivement. Est-ce qu'on en parle à Moscou de cette incursion près de Kursk? Ah oui, bien sûr, oui, on en parle, c'est transmis à la commission, c'est expliqué à la commission, c'est des combats, le correspondant de la guerre d'une chaîne de la nation russe qui a été blessé, il n'y a pas du tout d'omerta par rapport à la situation. Ce qu'on montre peut-être moins, c'est les difficultés liées à l'évacuation de la population civile, où il y a, on parle entre 100 et 150 000 civils qui ont été évacués à Kursk, à Bryansk, qui est une région qui est juste à côté aussi, et puis à Belgorod, où les incursions, les combats, les attaques de drones, les bombardements ont aussi lieu en plus de place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Kursk, on est sûr que les Ukrainiens sont rentrés sur le territoire de la Russie, dans les régions voisines de Belgorod et de Bryansk, eh bien, on sait qu'il y a des bombardements, des attaques de drones. Pour l'instant, les forces russes disent avoir résisté, mais on ne sait pas si les Ukrainiens ont réussi à franchir la frontière. Et la population, par exemple à Moscou, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à cette attaque? Oui, c'est très difficile à dire. Le sujet de la guerre est un sujet auquel les gens n'ont pas abordé, donc il faut vraiment faire preuve d'insistance pour avoir les réactions en tant que journaliste. Et puis après, j'ai une bonne réaction. Il y a soit des gens qui ont peur parce qu'effectivement ils se rendent compte que l'avenir de la Russie est aussi massif. C'est peut-être les gens qui ne veulent pas les partisans de la guerre, qui se rendent compte que quand ça finit par avoir des conséquences directes sur la population russe. Il y a les gens qui s'inquiètent de voir que la Russie n'est pas en mesure de contrer une offensive ukrainienne. Et puis encore ceux qui sont plus radicaux dans le sens où ils disent mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut aller plus loin, il ne faut pas seulement s'arrêter au Donbass, mais il faut prendre Odessa, il faut prendre Kiev, il faut prendre d'autres grandes villes russes comme Kharkov. Donc c'est un peu ces différences entre une sorte de réaction qui jusqu'au mutisme en disant allons-y jusqu'au bout, les gens qui ont peur de voir les choses dégénérer davantage, et puis des gens qui sont tout à fait indifférents, qui ne suivent pas du tout ce qui se passe, que ce soit dans les combats en Ukraine ou à Kursk, parce que c'est un sujet qui ne veut absolument pas aborder. Oui, puis le président Poutine, lui, veut réclamer des loges des troupes ukrainiennes. Il est apparu à la télévision hier pour comprendre donc pour envisager une contre-offensive. À quoi est-ce que vous pouvez ressembler cette contre-offensive? Un contre-offensive, c'est difficile. Pour l'instant, c'est sur une région, il est touché sous un régime de
opération antiterroriste. C'est pouvoir donner à l'armée, absolument, c'est la garde nationale, tous les pouvoirs civiles de restreindre la liberté de circulation des gens, rester des démarrages, de pouvoir écouter des conversations téléphoniques, de pouvoir arrêter n'importe qui, n'importe quand, sans besoin d'un juge pour vérifier son identité, ce qu'il fait, pour prendre des photos par exemple. Et puis il y a aussi dans ce régime d'opération antiterroriste la possibilité de procéder à l'acquisition de n'importe où, n'importe quand, cependant sans avis de juge. C'est parce que premier étage, et puis derrière, Vladimir Poutine a annoncé envoyer des renforts militaires, parfois de chars, d'artillerie, de véhicules blindés, de véhicules militaires, se rendent en tout cas dans les courses, j'imagine, qui est dans le même dans la région de Belgorod. Est-ce que ça peut le fragiliser, M. Poutine, à plus long terme, cette incursion? Comme le président a dit que la guerre est déjà fragilisée, que la tentative de rébellion de Wagner allait le fragiliser, ça m'a sorti beaucoup plus fort, c'était un peu plus l'année maintenant. Et puis, c'est effectivement une nouvelle évolution du conflit. Pour l'instant, il semble qu'il y a des contrôles. On a vu, il a mandaté l'armée, les services de sécurité pour rétablir le calme. Il aura donné tous les pouvoirs pour le faire. Reste à voir maintenant comment les choses ont évolué. C'est ce qui est toujours déterminant. Il faut voir si les Ukrainiens arrivent à rester, à s'incruster, à perturber les Russes, ou si la réaction russe va nous permettre de récupérer les terrains conquis. Ça, c'est un peu incertain. Il faudra attendre quelques jours, quelques semaines. Puis, en terminant, est-ce que ça pourrait l'amener plus vite à la table des négociations, cette incursion, M. Poutine? Écoutez, il a très nettement déclaré hier qu'il était impossible de se mettre face aux stations à une table de négociation avec des gens qui bombardent des infrastructures civiles. Et donc, il fait partie aussi de ces gens que cette offensive ne fait qu'accroître sur leurs convictions. Il faut mener à bien une opération militaire spéciale, comme j'ai appelé ici aussi. Il a dit hier que tous les objectifs que la Russie s'était fixés seraient atteints et qu'il fallait que personne n'en doute. Ce qui veut dire que sa détermination reste millénaire et qu'il a visiblement toujours son assise sur le pouvoir. Jean-Didier Leroy, je rappelle que vous êtes correspondant de la radio suisse romande à Moscou. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci à vous. C'est l'heure de la chronique internationale avec ma collègue Rania Massoud. Bonsoir Rania. Bonsoir Laurence. On s'intéresse aujourd'hui aux conventions de Genève qui ont 75 ans. Elles ont été signées le 12 août 1949. C'est vraiment la pierre angulaire du droit international humanitaire. Et on a parfois l'impression que tous ces traités sont bafoués, ont peu d'impact, mais elles ont leur utilité, là, ces conventions. Effectivement, elles sont là pour dire, tout simplement, que même la guerre, même la guerre a des limites. Ça veut dire qu'il faut pas attaquer. Ça veut dire aussi qu'il faut traiter les prisonniers. Attendre, je vais revenir, ça va pas long. De façon plus générale, à servir d'un cadre pour atténuer. Bah, ouais, tu laisses mon truck là, dans l'entrée, là, puis que. Laisse-moi là ici, là, c'est le coin, là. C'est à côté de la maison. Là. Comme les prisonniers ou les soldats qui sont blessés aussi. Donc c'est ça les systèmes du droit international humanitaire qui est régi par les conventions de Genève qui ont été signées en 1975. Donc c'était vraiment au tournant de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités qui avaient été commises notamment par le régime nazi. Il y a eu en fait plusieurs conventions de Genève. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de convention au pluriel. My lunch is there, guys. En 1864, Should have waited. Ensuite, il y a d'autres conventions qui ont été ajoutées en 1906, notamment pour les blessés dans les conflits en mer. C'est à ce moment-là que c'est développé aussi les conflits en mer. Puis en 1929 pour les prisonniers de guerre, et puis avec donc la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, qui se prend conscience au long de la nouvelle réalité des conflits, qui sont de plus en plus violents, de plus en plus inhumains, avec des armements de plus en plus sophistiqués, meurtriers, et donc de nouveaux protocoles. Tu peux m'attendre si tu veux, en tout cas. Tu veux, celui qu'on mange ensemble. Une cinquantaine de pays signataires. Aujourd'hui, ces traités ont été signés par 196 pays au total. C'est quand même rare de voir une telle unanimité quand même autour de traités internationaux. Ah oui, et tous ces pays signataires sont tenus donc de respecter le droit international humanitaire en temps de guerre. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne le font pas? Oui, alors s'ils ne le font pas, les individus ou des groupes responsables, comme les armées par exemple, risquent d'être accusés de crimes de guerre et risquent donc d'être poursuivis devant le tribunal, qu'il soit local ou international, par exemple par les arbitrages.
Ensuite, il y a l'utilisation des armes lourdes dans des zones densément peuplées, ce qui cause la mort d'innombrables civils innocents. Et en plus de tout cela, il y a la déshumanisation délibérée des personnes qui se trouvent dans le camp adverse. C'est pour toutes ces raisons-là que la Croix-Rouge a lancé pendant l'hiver un vibrant appel à la communauté internationale en disant que la violation du droit humanitaire international ne doit pas devenir la norme et qu'il est désormais impératif que chaque pays signataire renouvelle aujourd'hui son engagement en faveur des droits humains, surtout dans les contextes de guerre. Oui, une réflexion qui est de plus en plus nécessaire de nos jours. Merci beaucoup. Merci Laurence. Pour nous écouter en notre page, trouvez les choix du sur la chaîne de radio. C'est sur l'image de regard. Vous écoutez tellement courte sur ici musique. Okay, let's crank the speed a bit. A bit quite hungry there. On revient au pays, oui, pour parler d'un effet moins connu des vagues de chaleur qui marquent de plus en plus nos étés. Les saumons ont chaud tellement qu'il reste au fond des rivières à bord, et donc pour la pêche, ça ne porte pas beaucoup. Même que dans les rivières à saumon dans l'est du Québec et au Nouveau-Brunswick, la pêche récréative est sévèrement restreinte depuis une semaine. L'industrie touristique liée à cette pêche récréative est touchée. On va parler de tout ça avec ma collègue Sophie Langlois qui présente un reportage complet sur le sujet ce soir au téléjournal. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurence. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos rivières cet été? Ça ne va pas bien. Vous disiez le roi du poisson, c'est comme ça qu'on le surnomme, le beau saumon. Il a très chaud cet été. Et il souffre de cette chaleur-là pratiquement depuis qu'il a quitté le Groenland au printemps. Les saumons qui migrent dans le golfe du Saint-Laurent sont beaucoup moins nombreux cet été. Fait que ça a mal commencé dès le départ. Dans les rivières où on compte les saumons, leur nombre est de 3 à 5 fois moins élevé que d'habitude à ce temps-ci de l'année. Donc au ministère québécois de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, on dit qu'on n'a jamais vu un tel déclin de la ressource. Alors la situation inquiète au point où on a décidé de restreindre sévèrement la pêche. Donc la remise à l'eau est maintenant obligatoire dans toutes les rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la moyenne côte nord de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, jusqu'à la fin de la saison. C'est sûr que ça va être un coup très dur pour les pêcheurs. Il y a des clubs de pêche privés qui ont dû fermer déjà, soit pour quelques semaines pour le reste de la saison, mais cela est fait dans l'espoir de freiner ce déclin-là. Alors moi, je me suis demandé comment ça se fait, comment on explique cette baisse importante des litres cette année. Le biologiste Maxime Guérard, spécialiste du saumon atlantique au ministère de l'Environnement, il dit qu'il faut regarder ce qui se passe dans le golfe du Saint-Laurent pour commencer à comprendre le phénomène. On sait que le golfe enregistre des températures qui n'avaient jamais été vues, températures chaudes qui n'avaient jamais été vues auparavant. La question qui se pose, est-ce que ça a un effet de cascade, exemple, sur la disponibilité des proies que veulent consommer les saumons lorsqu'ils migrent? Est-ce que ça joue sur les courants marins? On croit qu'il y a des changements qui se font actuellement et qui se produisent dans le golfe. On pense que ça va avoir un impact sur la capacité à consommer. And I gotta go eat real quick, guys. Ah, ben justement, I'll leave the camera so that you can see us. We're gonna eat with my guy. Elles sont chaudes parce qu'il fait très chaud cet été, mais aussi parce que les niveaux d'eau étaient très bas très tôt dans la saison. On a eu un hiver There. particulièrement doux. Yeah, I'll let you there for give me 10 minutes. I'll be back. Shouldn't be too long. Relativement une faible pluviométrie, donc tout ça a fait que dès juin, on avait des niveaux qu'on a habituellement en août. Donc évidemment, des niveaux trop bas, ça fait que les rivières se réchauffent plus rapidement, on a de la difficulté à se rafraîchir, même quand il y a des averses subites. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, ça doit aller mieux depuis la fin de semaine », eh bien non, parce que les rivières qui se remplissent vite se vident aussi rapidement. Ça prend des pour que les niveaux d'eau soient assez hauts et que ça ne se réchauffe pas à la première canicule. Le résultat, c'est que les saumons manquent d'oxygène, dangereusement, parce qu'au-delà de 20 degrés, c'est beaucoup trop chaud pour cette espèce. Or, à la fin juillet, la température pour la Restigouche, par exemple, où je suis allée, atteignait 28-29 degrés. Et ça pendant plus d'une semaine. En fait, tout le mois de juillet, les températures ont dépassé, la température de l'eau dépassait ce 20 degrés critique, ce qui fait que le saumon subit un stress cardiaque, respiratoire, il peine à respirer, il n'a pas d'énergie pour
retrouver ses frayères et se reproduire. Puis c'est intéressant parce que quand on pense à cette situation, on pense tout de suite changement climatique, mais en même temps, il y a aussi l'exploitation forestière là, qui est en cours. Oui, la déforestation a un impact majeur sur l'habitat du saumon. J'ai appris ça, moi. Je ne le savais pas, mais c'est assez évident quand on se promène, comme je l'ai fait dans ces régions, le long de la Restigouche, au Nouveau-Brunswick, au Québec, le long de la Matapédia, la Causse-Abiscale. On voit que l'exploitation forestière est encore très importante dans ces régions-là. Ce sont des emplois importants. Oui. Mais les coupes à blanc près des cours d'eau réduisent la capacité d'absorption de la terre. Donc, ça élimine aussi l'ombrage qui rafraîchit la terre et les rivières. Bref, la déforestation réchauffe l'eau des rivières et aussi des nappes phréatiques. Et ça, même quand les coupes sont faites au-delà de la bande riveraine. Comme l'explique Caroline Gillis, directrice scientifique à l'Institut de la compréhension de la nature de l'Estigouche. Les gens, ils pensent que si je récolte en milieu terrestre très loin de la rivière, ça n'impactera pas le régime thermique de la rivière. Mais on fait sur un seul des idées où il y a une coupe forestière, la température de l'air est quand même très chaude, puis ça va avoir un impact sur la température de l'eau souterraine. Donc éventuellement, le sol qui se réchauffe sur un lit forestier qui a jamais vu la lumière, qui était sous un couvert forestier, puis maintenant est exposé, va avoir des conséquences pénétrantes dans le sol pour aller réchauffer la nappe phréatique. C'est là qu'on est plus inquiet pour l'ampleur. Une fois que la nappe phréatique est chaude, on n'a peut-être plus de refuge thermique parce que c'est les eaux souterraines qui nous apportent la qualité de l'eau qui est froide. Puis Sophie, on voit tout ça, mais on se demande est-ce qu'on peut intervenir pour aider les saumons à mieux respirer dans nos rivières? Eh bien, oui, on ne peut pas faire grand-chose pour la chaleur du Golfe ou de l'océan Atlantique, mais dans nos rivières, on peut intervenir notamment le mot-clé refuge thermique. Même quand il fait chaud, le saumon peut aller se réfugier dans les zones de la rivière qui sont plus froides et on étudie justement ces zones pour intervenir, aménager les rivières pour mieux les protéger et aider les saumons qui sont fatigués, qui manquent d'énergie, à accéder plus facilement à ces refuges. Une des nombreuses interventions qui sont faites par divers organismes